Pense à ton propre point de rupture. Et si la chose même qui te détruit essayait en réalité de te sauver? Et si ta dépression était la façon dont ta psyché te force à arrêter de vivre une vie qui n'est pas vraiment la tienne? Et si ton anxiété était ton inconscient t'avertissant que tu trahis ton moi authentique? Jung commença à documenter ses expériences dans ce qu'il appela le livre rouge, un journal relié en cuir où il nota ses conversations avec les figures de ses visions. Il traita son et les privilèges d'une vie entière et de devenir qui tu es vraiment. Carl Jung a écrit ces mots après avoir survécu à la période la plus sombre de son existence. Une crise psychologique si sévère qu'il a sérieusement envisagé d'y mettre fin. Pendant 6 ans, Jung a plongé dans ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient. Hallucinations, visions, et une dissolution complète de tout ce qu'il pensait savoir sur la réalité. Mais voici ce qui rend l'histoire de Jung extraordinaire. Il n'a pas seulement survécu à son effondrement, il l'a utilisé pour se reconstruire en quelqu'un de plus fort, plus sage et plus résilient qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Jung a découvert que la résilience n'est pas d'éviter le point de rupture, mais d'apprendre à se reconstruire à partir des fragments de ce que tu étais. Si tu regardes ceci parce que la vie t'a brisé en morceaux, ce n'est pas un autre discours de motivation sur la pensée positive. C'est sur le processus brutal et magnifique d'utiliser tes blessures comme la matière brute pour bâtir une force intérieure inébranlable. Voilà ce qui est en jeu. Tu es à un carrefour qui définira le reste de ta vie. Tu peux soit laisser ce point de rupture te détruire, soit utiliser les découvertes de Jung pour transformer ta dévastation en ta plus grande source de pouvoir. En ce moment, tu as peut-être l'impression de te noyer dans des décombres psychologiques. Tout ce qui autrefois te définissait, tes relations, ton identité, tes croyances sur le fonctionnement de la vie, semble avoir été anéanti. Tu te réveilles en te sentant étranger dans ta propre vie, te demandant si tu redeviendras un jour entier. La douleur n'est pas seulement émotionnelle, elle est existentielle. C'est la réalisation terrifiante que la personne que tu pensais être n'était peut-être qu'une illusion et qu'il ne reste plus que cette version brute, mise à nu, que tu ne sais pas comment protéger ou guérir. Mais voici ce que Jung a découvert lors de son propre effondrement psychologique. Ce point de rupture n'est pas ta fin, c'est ton commencement. L'expérience même qui détruit ton ancien moi crée l'espace pour que ton vrai moi émerge. La question n'est pas de savoir si tu survivras à cela, mais si tu utiliseras cette crise pour devenir qui tu étais toujours destiné à être. Jung a appelé ce processus l'individuation, le voyage de qui tu penses devoir être vers qui tu es vraiment. Et cela commence toujours par une chute. Parce que parfois, il faut s'effondrer complètement avant de pouvoir se reconstruire correctement. Laisse-moi te raconter la nuit où Carl Jung s'est tenu au bord de sa propre raison et a failli ne jamais revenir. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une carte pour quiconque a déjà été si brisé qu'il ne voyait plus de chemin devant lui. En 1913, Jung était au sommet de son succès professionnel. Il était le successeur choisi par Freud, l'avenir de la psychanalyse. Mais sous les louanges publiques, Jung se désagrégeait. Sa rupture avec Freud n'avait pas seulement brisé une relation professionnelle, elle avait pulvérisé son identité et son but. Jung a commencé à vivre ce qu'il appelait une confrontation avec l'inconscient, si intense qu'elle frôlait la psychose. Il avait des hallucinations vives de sang inondant l'Europe. Il entendait des voix. Il voyait des figures qui n'existaient pas. Il devint convaincu qu'il perdait la raison. Le plus terrifiant de tout, Jung commença à sentir qu'il se dissolvait. Les frontières entre son esprit conscient et le chaos de l'inconscient s'effondraient. Il écrivit plus tard « Je vivais dans un état constant de tension.
Souvent, j'avais l'impression que d'énormes blocs de pierre s'écroulaient sur moi. Pendant 6 ans, Jung a vécu dans cet enfer psychologique. Il ne pouvait plus travailler normalement. Il ne pouvait plus faire confiance à ses propres perceptions. Il se sentait déchiré de l'intérieur par des forces qu'il ne comprenait ni ne contrôlait. Mais voici où Jung prit la décision qui changea tout. Au lieu de combattre son effondrement, il choisit de l'explorer. Au lieu de fuir son effondrement psychologique, il décida de plonger plus profondément dedans. Jung comprit que ces symptômes n'étaient pas des signes de folie. C'étaient les moyens de sa psyché pour le forcer à affronter les parties de lui-même qu'il évitait. Les hallucinations, les visions, les émotions accablantes, c'était un des messages de son inconscient exigeant d'être entendu. Voici la première découverte de Jung sur la résilience. Ton effondrement n'arrive pas contre toi. Il arrive pour toi. La plupart des gens tentent de calmer leur douleur psychologique avec des médicaments, de la fuir par la distraction ou de faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais Jung a découvert que le chemin le plus rapide à travers la dévastation psychologique est d'y aller directement. Pas de manière imprudente, mais de manière consciente. Fondrement comme un voyage sacré dans les profondeurs de son âme. Ce n'était pas de l'évasion. C'était l'acte le plus courageux d'archéologie psychologique jamais tenté. Jung fouillait son propre inconscient, apportant de la lumière aux coins les plus sombres de sa psyché. Et lentement, quelque chose de miraculeux commença à se produire. Le chaos commença à s'organiser. Les figures terrifiantes de ces visions commencèrent à transmettre de la sagesse. Les émotions accablantes commencèrent à révéler leur but caché. Jung découvrit que son effondrement n'était pas un dysfonctionnement de sa psyché. C'était la façon dont sa psyché le forçait à évoluer. L'ancienne version de lui-même, celle qui essayait de répondre aux attentes de Freud, aux exigences de la société et aux désirs de son propre ego, devait mourir pour que son vrai moi puisse naître. C'est la base de la résilience psychologique. Comprendre que parfois, tu dois laisser mourir ton ancien moi pour que ton vrai moi puisse vivre. Mais reconnaître ce schéma n'est que la première étape. Le vrai travail commence quand tu apprends à participer activement à ta propre renaissance psychologique. Et c'est là que la première technique de résilience de Jung devient essentielle. L'effondrement de Jung lui a appris quelque chose qui a révolutionné la psychologie. Les parties de toi que tu crains le plus d'affronter sont souvent la source de ta plus grande force. Il appela cela l'ombre. Et apprendre à l'intégrer devint sa première technique pour bâtir une résilience inébranlable. Ton ombre contient tout ce que tu as décidé d'inacceptable en toi. Ta colère, ton égoïsme, ta jalousie, ton besoin, ta rage. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de réprimer ces qualités négatives, les poussant toujours plus profondément dans leur inconscient. Mais Jung découvrit que cette répression crée de la fragilité psychologique. Quand tu rejettes des parties de toi-même, tu deviens incomplet. Et les personnes incomplètes se brisent facilement sous la pression car elles mènent une guerre sur 2 fronts, contre les défis extérieurs et contre leur propre nature reniée. Pendant son effondrement, Jung fut forcé de confronter chaque aspect de lui-même qu'il avait fui. Le côté agressif et ambitieux qui voulait du pouvoir. L'enfant blessé qui avait désespérément besoin d'amour. Les instincts sombres et primitifs que la civilisation lui avait appris à réprimer. Au début, affronter ces aspects de l'ombre était terrifiant. Jung avait l'impression de regarder dans les yeux d'un monstre. Mais peu à peu, il réalisa que ce n'étaient pas des forces maléfiques cherchant à le détruire. C'étaient des parties reniées de lui-même contenant une énergie et une sagesse immenses. Voici comment fonctionne l'intégration de l'ombre pour la force. Étape 1. Identifie tes déclencheurs d'ombre. Prête attention à ce qui te rend irrationnellement en colère contre les autres.
Les traits qui te mettent hors de toi chez les autres sont souvent le reflet de tes propres qualités refoulées de l'ombre. Détestes-tu les gens égoïstes? Ton ombre contient probablement des besoins et désirs refoulés que tu ne t'es jamais permis d'exprimer. Méprises-tu les gens faibles? Ton ombre abrite sûrement de la vulnérabilité et de la douleur que tu n'as jamais osé ressentir. Étape 2. Dialogue avec ton ombre. Jung découvrit que tu peux réellement avoir des conversations avec ces parties reniées de toi-même. Trouve un endroit calme et imagine la qualité que tu es le plus chez toi comme une personne distincte assise en face de toi. Demande à cette figure de l'ombre: que veux-tu? Que cherches-tu à me dire? Que se passerait-il si j'arrêtais de te combattre? Il ne s'agit pas de devenir ton ombre. Il s'agit de comprendre ce qu'elle représente et comment canaliser son énergie de façon constructive. Étape 3. Intégration consciente. Une fois que tu comprends ce que veut ton ombre, tu peux commencer à exprimer ses qualités de manière saine. Si ton ombre contient de la colère refoulée, tu peux canaliser cette énergie dans une défense passionnée de causes en lesquelles tu crois. Si ton ombre contient une ambition reniée, tu peux utiliser cette force pour poursuivre des buts qui correspondent à tes vraies valeurs. Laisse-moi te donner un exemple concret. Pendant son effondrement, Jung découvrit qu'une partie de son ombre contenait une ambition farouche, presque impitoyable, dont il avait eu honte. Au lieu de réprimer cette qualité, il apprit à la canaliser dans son travail révolutionnaire en psychologie. La même impulsion impitoyable qui autrefois lui faisait éprouver de la culpabilité devint la force qui lui permit de défier les théories psychologiques établies et de créer des approches totalement nouvelles pour comprendre l'esprit humain. Quand tu intègres ton ombre, tu ne deviens pas mauvais ni destructeur. Tu reprends le spectre complet de ton énergie psychologique. Tu deviens entier. Et les êtres entiers sont incroyablement difficiles à briser, car ils ne sont plus en guerre contre eux-mêmes. La résilience de la plupart échoue, car ils essaient d'être forts avec seulement la moitié de leurs ressources psychologiques. Ils ont rejeté leur colère, leur obscurité, leurs instincts primitifs, toutes les qualités qui pourraient en réalité les rendre inébranlables. Jung a appris que la vraie force ne vient pas de réprimer ton ombre, mais de l'apprivoiser. Quand tu cesses de combattre les aspects sombres de ta nature et commences à les canaliser consciemment, tu développes une résilience qu'aucune circonstance extérieure ne peut détruire. Mais l'intégration de l'ombre n'est que le début. Jung découvrit que bâtir une résilience durable exigeait une seconde technique, encore plus puissante. Durant la phase la plus sombre de son effondrement, Jung découvrit une méthode si puissante qu'elle ne l'aida pas seulement à survivre à son effondrement psychologique, elle le transforma en l'un des penseurs les plus novateurs de l'histoire. Il l'appela « imagination active », et elle devint son arme secrète pour transformer la dévastation psychologique en renouveau créatif. L'imagination active n'est pas de la méditation, ni de la visualisation, ni de la pensée positive. C'est un dialogue direct avec ton inconscient qui te permet d'accéder à une sagesse et une guérison que ton esprit conscient ne peut fournir. Voici ce qui arriva à Jung. Alors que son effondrement s'intensifiait, il commença à avoir des visions récurrentes d'un vieil homme sage qui apparaissait et offrait des conseils énigmatiques. Au lieu de rejeter ces expériences comme des hallucinations, Jung commença à dialoguer consciemment avec cette figure. Le vieil homme, que Jung appela plus tard Philémon, devint son guide intérieur à travers le labyrinthe de son effondrement psychologique. Grâce à leur dialogue, Jung obtint des aperçus qu'aucune analyse rationnelle n'aurait pu lui donner. Jung comprit que l'imagination active n'était pas seulement un mécanisme d'adaptation, mais une ligne directe vers l'intelligence guérisseuse de son inconscient, et que toute personne traversant un point de rupture psychologique pouvait apprendre à utiliser cette technique.
Voici comment fonctionne la guérison par imagination active. Phase 1. Entre dans l'espace de dialogue. Trouve un endroit calme où tu ne seras pas interrompu. Assieds-toi confortablement et permets à ton esprit de devenir calme. Tu n'essaies pas de vider tes pensées. Tu crées un espace pour que d'autres types de pensées émergent. Demande-toi, que veut me dire la partie de moi qui souffre? Puis attends. Ne force pas de réponse. Laisse venir des images, des mots ou des sensations naturellement. Phase 2. Personnifie ta sagesse intérieure. Souvent, ton inconscient présente ses conseils sous forme de figures. Une version plus âgée de toi, une femme sage, un animal, ou même des symboles abstraits. Ne juge pas ces images. Entretiens un dialogue avec elles comme si c'était des personnes réelles portant une information précieuse. Demande à ces figures: que dois-je savoir sur ma situation? Qu'est-ce que je ne vois pas? Que veut émerger de ce point de rupture? Jung découvrit que ces figures intérieures ont souvent accès à des perspectives et solutions que ton esprit rationnel ne peut atteindre. Phase 3. Intègre la guidance. Les aperçus reçus par imagination active ne sont pas faits pour rester dans ton esprit. Ils doivent être traduits en actions concrètes dans le monde réel. Si ta figure intérieure te dit que ta dépression est l'appel à quitter un métier qui écrase ton âme, tu dois sérieusement envisager ce changement. Si ta sagesse intérieure révèle que ton anxiété te protège d'une relation nocive, tu dois écouter ce conseil. Laisse-moi te donner un exemple concret. Sarah traversait un divorce dévastateur qui avait brisé son identité. Grâce à l'imagination active, elle commença à dialoguer avec une figure apparue sous la forme d'un phénix, un oiseau qui meurt et renaît de ses cendres. Le phénix lui dit: « Tu crois que ce divorce te détruit, mais en réalité, il brûle tout ce qui n'a jamais été vraiment toi. La douleur que tu ressens n'est pas une mort, c'est une naissance. » Cet aperçu aida Sarah à reconsidérer toute son expérience. Au lieu de se voir comme victime des circonstances, elle commença à voir son divorce comme une destruction nécessaire qui ouvrait l'espace pour que son moi authentique puisse émerger. Jung utilisa l'imagination active tout au long de son effondrement pour accéder à une guidance que son esprit rationnel ne pouvait fournir. Cette technique ne l'aida pas seulement à survivre à son effondrement psychologique, elle lui permit de comprendre que son effondrement était en réalité une initiation psychologique et spirituelle. Grâce à l'imagination active, Jung apprit à voir sa douleur non comme une souffrance vide, mais comme un processus sacré de mort et de renaissance psychologique. Cette perspective transforma toute sa relation avec l'adversité. Quand tu apprends à dialoguer avec ton inconscient, tu accèdes à une source de sagesse et de résilience qu'aucune circonstance extérieure ne peut atteindre. Tu développes une boussole intérieure qui peut te guider à travers n'importe quelle tempête, mais l'imagination active n'est encore qu'une préparation à la technique de résilience la plus puissante de Jung. La découverte finale et la plus puissante de Jung fut que les points de rupture psychologique ne sont pas des désastres aléatoires. Ce sont des invitations précises de ton âme à devenir qui tu étais toujours destiné à être. Il appela ce processus individuation. Et il devint sa technique ultime pour transformer une crise en force inébranlable. L'individuation est le voyage de qui tu penses devoir être vers qui tu es vraiment. Et Jung découvrit que ce voyage commence presque toujours par une crise si sévère qu'elle t'oblige à remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. Pendant son effondrement, Jung réalisa que sa chute psychologique n'était pas un dysfonctionnement. C'était la manière dont sa psyché rejetait une vie devenue trop étroite pour son vrai moi. La version de lui-même qui cherchait à plaire à Freud, à répondre aux attentes de la société et à se conformer aux standards professionnels devait mourir pour que sa vraie nature puisse émerger. Voilà pourquoi les approches traditionnelles de la résilience échouent souvent.
Elles essaient de t'aider à redevenir qui tu étais avant la crise. Mais Jung découvrit que la vraie résilience vient d'utiliser la crise pour devenir qui tu étais toujours destiné à être. Voici comment fonctionne l'individuation par la crise. Étape 1. Reconnais l'appel. Ton effondrement n'est pas aléatoire. Il survient parce qu'une partie de toi a dépassé la structure de vie actuelle. La dépression, l'anxiété, le sentiment de vide, ce sont les symptômes d'une âme qui cherche à évoluer. Demande-toi, quels aspects de mon ancienne vie ne correspondent plus à la personne que je deviens? Que cette crise essaie-t-elle de me forcer à lâcher? Jung découvrit que son effondrement était la façon dont sa psyché l'obligeait à cesser de vivre la vision de Freud et à commencer à vivre la sienne. La crise ne détruisait pas son futur, elle dégageait l'espace pour que son avenir authentique émerge. Étape 2. Hors du faux moi, l'individuation exige que tu laisses mourir certaines parties de ton identité. La version qui cherche à plaire, celle qui a besoin de validation constante, celle qui craint de décevoir les autres. Cette mort psychologique est terrifiante, car elle donne l'impression de se perdre soi-même. Mais Jung comprit que tu ne perds pas ton moi. Tu perds les limitations qui t'empêchaient de le devenir. Pendant son effondrement, Jung dut abandonner son identité de successeur de Freud, son besoin d'approbation professionnelle et sa peur d'être perçu comme non conventionnel. Ces morts semblèrent dévastatrices, mais elles ouvrirent l'espace pour que son identité authentique émerge. Étape 3. Naissance du vrai moi. Quand tu libères ce qui ne te sert plus, quelque chose de nouveau commence à apparaître. Des intérêts oubliés refont surface, des valeurs que tu avais compromises deviennent non négociables, des talents refoulés exigent de s'exprimer. Il ne s'agit pas de devenir une personne totalement différente, mais de devenir pleinement toi-même, la personne que tu aurais été si tu n'avais jamais appris à t'éditer pour le confort des autres. L'effondrement de Jung le mena finalement à développer des théories révolutionnaires sur l'inconscient, l'analyse des rêves et les types psychologiques qui transformèrent la psychologie à jamais. Mais il n'aurait jamais pu faire ses apports tant qu'il essayait encore d'être l'homme que Freud voulait qu'il soit. Étape 4. Intégration et service. La dernière étape de l'individuation est d'utiliser ton moi authentique pour servir quelque chose de plus grand que ta propre guérison. Jung utilisa son percé psychologique pour aider des milliers de personnes à comprendre leur propre inconscient. Quand tu complètes le processus d'individuation, tu ne deviens pas seulement résilient, tu deviens une source de résilience pour les autres. Ta volonté de traverser le feu de la transformation psychologique donne aux autres la permission de faire de même. C'est le paradoxe ultime de l'approche de Jung à la résilience. L'expérience même qui te brise est celle qui te rend incassable. Car une fois que tu es mort et renais psychologiquement, une fois que tu as affronté les profondeurs de ton obscurité et émergé avec ton vrai moi intact, rien dans les circonstances extérieures ne peut vraiment te nuire. Tu as déjà survécu à la pire chose qui puisse arriver à un être humain, la dissolution complète de ton faux moi. Tout le reste n'est que météo. Après 6 ans d'enfer psychologique, quelque chose de miraculeux arriva à Carl Jung. Le chaos commença à s'organiser, les visions terrifiantes se mirent à transmettre de la sagesse, les émotions accablantes révélèrent leur but caché. Jung ne s'est pas contenté de se remettre de son effondrement. Il en est sorti comme un être totalement transformé, avec des idées qui allaient révolutionner la psychologie. Mais cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Jung découvrit que la résurrection psychologique suit un schéma précis, que toute personne traversant un point de rupture peut apprendre à naviguer consciemment. Jung appela cela le processus de mort et renaissance psychologique, et comprendre ces étapes
est crucial pour quiconque veut bâtir une résilience à partir des cendres de son ancienne vie. Étape 1. La dissolution. C'est la phase que tu vis probablement en ce moment si la vie t'a brisé. Tout ce que tu pensais savoir sur toi, tes relations et ton avenir semble s'effondrer. Tu peux avoir l'impression de perdre ton esprit, ton identité ou même ton envie de vivre. Jung découvrit que cette dissolution est en réalité sacrée. Ta psyché est en train de briser les structures qui limitaient ta croissance. La dépression, l'anxiété, le sentiment de vide. Ce ne sont pas des symptômes d'échec, ce sont des symptômes d'évolution. Durant cette étape, Jung apprit à cesser de combattre la dissolution et à commencer à l'honorer. Au lieu d'essayer de reconstruire vite son ancienne vie, il s'autorisa à vivre pleinement la mort de celui qu'il avait été. Étape 2, la descente. C'est lorsque tu commences à explorer les profondeurs de ta propre psychologie. Au lieu de fuir ta douleur, tu commences à l'examiner. Tu commences à demander « Que veut m'apprendre cette expérience ? Quels aspects de mon ancienne vie m'empêchaient de devenir authentique ?» Jung passa des années dans cette étape, utilisant des techniques comme l'intégration de l'ombre et l'imagination active pour explorer les couches les plus profondes de sa psyché. Ce n'est pas se complaire dans la souffrance, c'est extraire de la sagesse, de ta douleur. Étape 3, la rencontre. Finalement, tu commences à rencontrer le vrai moi resté enfoui sous des années de conditionnement, de traumatisme et d'attente sociale. Ce n'est pas toujours agréable. Ton moi authentique peut avoir des besoins, des désirs et des valeurs très différents de ce que tu pensais vouloir. Jung rencontra en lui des aspects extrêmement créatifs, spirituels et intellectuellement indépendants. Des qualités que son besoin de s'adapter à la communauté psychologique avait réprimées. Étape 4. L'intégration. C'est lorsque tu commences à intégrer consciemment tes découvertes dans une nouvelle manière de vivre. Tu commences à faire des choix basés sur tes valeurs authentiques plutôt que sur les attentes extérieures. Tu commences à exprimer les parties de toi qui avaient été cachées. Jung intégra ces aperçus spirituels dans son travail psychologique, développant des théories sur la synchronicité, les archétypes et l'inconscient collectif qui furent totalement révolutionnaires pour son époque. Étape 5. Le service. La dernière étape consiste à utiliser ta transformation pour servir quelque chose de plus grand que ta propre guérison. Quand tu as traversé la mort et la renaissance psychologique, tu deviens un exemple vivant de ce qui est possible pour d'autres en lutte. Jung consacra le reste de sa vie à aider les autres à comprendre leur propre inconscient et à parcourir leur processus d'individuation. Voici ce que Jung découvrit sur ce chemin. Tu ne peux pas sauter d'étapes, mais tu peux les traverser consciemment. Tu ne peux pas éviter la mort de ton faux moi, mais tu peux participer à la naissance de ton moi authentique. La plupart restent bloqués dans les premières étapes parce qu'ils essaient de retrouver leur ancienne vie, au lieu de se laisser transformer par leur crise. Ils veulent guérir sans changer, être résilients sans évoluer.